Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. Des chaussures made in Bénin, il en existe aujourd'hui suffisamment sur le marché, à telle enseigne qu'il y en a qui se font une place au rang des chaussures de première qualité. La vente des objets d'occasion, un marché en plein essor au Bénin. Acheter les produits d'occasion est aussi bien bénéfique pour l'acheteur que le vendeur, mais ce genre d'achat est parfois un risque. Et puis l'hypertension artérielle est un tueur silencieux qui atteint aujourd'hui les êtres humains à tout âge. Un spécialiste nous donnera dans cette édition les signes annonciateurs pour éviter le pire. C'est une histoire de goût, mais aussi parfois de luxe. Lorsqu'il s'agit d'aller au travail ou dans une manifestation d'envergure, ce sont les chaussures importées qui sont les plus prisées. Cependant, grâce à des créateurs de mode, aujourd'hui, le Made in Bénin commence à se faire une place au rang des chaussures de première qualité. Il existe sur le marché béninois différentes variétés de chaussures pour hommes. Ce sont des paires italiennes en double cuir. La semelle elle est en double cuir, c'est sa spécialité. Nous avons ensuite des tapettes avec des cordes à l'arrière. Nous avons aussi les paires basses, c'est aussi un modèle. Les paires basses, c'est aussi un vieux modèle qui est revenu, qui a été remodélisé. Nous avons les bottines aussi. C'est pour ceux qui... Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas porter des chaussures coupées. Donc quand c'est une bottine, ils sont plus à l'aise dedans. La majorité des clients qui achètent leurs chaussures en prêt-à-porter misent sur leur qualité et leur résistance. Dans le secteur privé, ceux qui sont tenus de s'habiller de façon classique, les fonctionnaires d'État également sont tenus de s'habiller forcément pour aller au service. Donc ils ont besoin de bons souliers, des souliers résistants. Mais qu'en est-il alors des chaussures fabriquées au Bénin? Nul n'est prophète chez soi. Parce que c'est fabriqué au Bénin, la psychologie du Béninois est que ce n'est déjà pas de la bonne qualité. Il faut qu'il s'approprie une paire italienne. Vous voyez, ça c'est un premier inconvénient. Le second aussi, plus les cordonniers béninois ils mettent de la matière, plus la chaussure, le coût de la chaussure est élevé. Vous voyez, et en plus comme c'est fabriqué au Bénin, le coût élevé, les gens n'adhèrent pas du tout à ça. Vous voyez. Donc ils sont obligés de fabriquer des chaussures avec des semelles en élastomère. Vous voyez. Ce qui fait que quand les gens commencent par le porter, il suffit juste qu'un peu de temps, la chaussure commence par se gâter déjà derrière le bas. Nul n'est prophète chez soi, mais contrairement aux idées reçues, le Made in Bénin n'est pas forcément du bas de gamme. Puisqu'on exporte nos chaussures aussi en Europe, parce qu'il y a des fois en Europe, on participe. Eux-mêmes nous exigent de vendre ça à un prix qui est le triple même de ce qu'on vend ici. Parce qu'eux, ils ont des experts en la matière qui valorisent, disent que non, ça, vous ne devez pas vendre ça à ce prix-là. Et nous exigent de vendre ça à tel prix. Les matières utilisées pour confectionner les chaussures faites au Bénin sont choisies avec soin pour le grand bonheur des clients. Ils ont les chaussures en peau de crocodile, appelées communément coco. Et les peaux d'iguane. Il y a la peau d'iguane aussi. Donc ils font des tapettes en peau d'iguane. Moi j'ai déjà commandé 2 chaussures encore pour la fin d'année. Clairement, moi j'aime les trucs qui sont faits chez nous ici. Puisque je trouve plus la qualité dedans et le prix aussi c'est abordable. Donc je préfère acheter chez moi et je crois que c'est donner un coup de pouce à l'économie de chez moi. Dans le but de développer mon pays, je me suis lancé dans la fabrication des matières premières, dans la fabrication des chaussures. Qui demande la main-d'œuvre béninoise et aussi parce que nous on travaille le local, les peaux, donc on peut les retrouver facilement en Afrique et au Bénin aussi. Il est possible de faire des chaussures Made in Bénin, un label de qualité, une référence aussi bien au plan national qu'international.
Et pendant ce temps, le marché des biens d'occasion connaît une croissance exponentielle aujourd'hui au Bénin. Une croissance qui soulève des interrogations quant aux raisons de son développement et aux conséquences possibles pour les consommateurs. Qu'est-ce qui motive certaines personnes à aller vers ces objets et comment s'y prendre en cas de défaillance? Les précisions, c'est dans ce reportage. On note aujourd'hui dans nos grandes villes la vente d'objets d'occasion. Les usagers de ce vaste marché s'en sortent avec diverses fortunes. Il y a de cela 2 semaines, j'ai payé une moto pour mes soeurs pour qu'elles puissent aller à l'école. Après avoir payé la moto, le monsieur m'a tout assuré pour dire que c'est clean, mais plus tard, je me suis retrouvé à dépenser 50 000 et plus dans la moto. Sito Bada Vico garde un mauvais souvenir de cette expérience. D'autres, par contre, estiment que ce n'est pas parce que les produits d'occasion sont déjà utilisés qu'ils perdent de la valeur. Ce sont des trucs résistants, les prix sont à la portée de tout le monde. Donc ce sont des trucs qui aident et disons ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir prendre des trucs neufs à s'en en procurer en fait. Moi j'ai payé plusieurs produits d'occasion et ça a duré. J'ai pu acheter un PC portatif en occasion. Ouais, donc pour moi, j'ai eu la chance que l'ordinateur portatif marche. Pour la plupart des usagers rencontrés, derrière les objets d'occasion se cache un piège. Quelqu'un qui a déjà utilisé un truc et qui veut revendre, c'est tellement que le truc a un petit problème. Les produits d'occasion souvent se présentent sous 2 aspects. Lorsque quelqu'un décide de vendre quelque chose, soit la personne a un problème financier direct, ou soit la chose que la personne décide de vendre a un problème. Et pour éviter cet état de choses, ce type d'achat devrait se faire sous certaines conditions. Il faut premièrement s'assurer de la propriété effective de celui qui est en train de vous vendre cet élément-là. Sinon, vous pouvez être poursuivi pour recel. Deuxième élément, ce sont les risques qui peuvent arriver dans ces genres de transactions-là. C'est-à-dire, vous prenez un bien d'occasion auprès de quelqu'un, après vous constatez une certaine défaillance. Vous savez, dans les boutiques, formellement, il y a les questions de garantie où quand vous êtes dans le délai, vous pouvez repartir pour aller changer. Mais dans nos relations contractuelles, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, ces éléments n'existent pas. Ça veut dire quoi? Lorsque ça arrive comme ça et que vous approchez de votre co-contractant qui reconnaît l'erreur, vous pouvez régler entre vous. Lorsque vous ne vous entendez pas, vous allez donc vous référer aux autorités compétentes, notamment, je veux dire, la juridiction compétente pour vous voir trancher un litige, parce que là, c'est un litige qui naît. Au-delà des réticences qu'on peut avoir et qui peuvent être difficiles à surmonter, l'achat des objets d'occasion est néanmoins à la portée du citoyen lambda. Parlons maintenant santé. L'hypertension artérielle tue son tambour trompette. Au départ considérée comme une maladie du 3e âge, elle atteint aujourd'hui toutes les tranches d'âge. Mais quels sont les signes annonciateurs d'une telle pathologie et à quoi s'expose-t-on en cas de complications? Élément de réponse avec le cardiologue Latifou Moussé. Il est au micro de Héloïse Winato. L'hypertension artérielle, de manière claire, n'a pas de signe. Tous les signes qu'on cite, c'est les signes d'intolérance du fait des chiffres élevés. Et ces signes d'intolérance, on peut avoir vertige quand la tension est à 8. De la même manière, on peut avoir vertige quand la tension est à 19, 20. On peut avoir des maux de tête quand la tension est à 7. Et on peut avoir des maux de tête, si c'est lié rien qu'à la tension, quand la tension est à 250, c'est-à-dire 25. Ou alors 160. Certains auront des tensions à 229 et n'ont rien. Mais à 229,5, ils vont faire le coma. Le patient, ce qui est clair, s'expose à mettre en danger tous les organes où il y a une circulation sanguine. Tous les organes nobles, qu'elle soit le cerveau, commençons par le cerveau, les petites artères, quand la tension est trop élevée. Eh bien, surtout, c'est ça que nous avons chez les jeunes, le petit vaisseau du cerveau peut s'éclater. On aura un accident vasculaire cérébral hémorragique. Des maux de tête atroces, des vomissements. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas dire que c'est rien que la tension. Je prends la tension. C'est
c'est tellement une complication qui démarre, autant aller voir son médecin pour rien que de rester à la maison. On commence à sentir qu'une petite partie ne bouge plus bien, ou alors j'ai un petit vertige, je veux tomber, ou je prends mon bic là c'est tombé, je ne sais pas comment, je n'ai plus les forces. Ça, c'est les petits signes. Au niveau oculaire, brutalement, la personne peut avoir des difficultés de vision, on peut avoir des hypertendus avec un cœur normal. Mais dans le temps, parce que c'est là le caractère silencieux, quand le cœur commence vraiment à souffrir parce que la tension est à 15, ensuite, non traité, la tension monte à 20, au-delà, alors le cœur va grossir dans l'épaississement. Et c'est ça, souvent on dit crise cardiaque, il y a tout dedans. Contrôlons notre tension à temps. Hors du Bénin, la Banque africaine de développement a approuvé le nouveau document de stratégie pays 2021-2026 pour le Togo. Ce document va servir de cadre de référence pour les interventions de la banque au cours de cette période. Il appuie la feuille de route gouvernementale du Togo. La stratégie vise à soutenir l'accélération de la transformation structurelle et la diversification de l'économie togolaise afin de créer des emplois décents à forte valeur ajoutée. C'est la reine de Madagascar, la fève de cacao prisée par les plus grands maîtres chocolatiers au monde. Le cacao de Madagascar est le seul à avoir obtenu le label cacao fait en Afrique. La grande île a reçu une médaille d'or et 2 médailles de bronze lors de la compétition internationale du meilleur cacao. Reportage Gaël Borgia de France 24. Vallée du Sambiran, nord-ouest de Madagascar. C'est au cœur de cette forêt tropicale humide que pousse l'un des cacaos les plus réputés au monde. Mais ces précieuses fèves sont capricieuses. Elles ne poussent qu'entre l'équateur et les tropiques et craignent le vent, le soleil trop fort et l'humidité excessive. Ici, elles trouvent un équilibre à l'abri des arbres entre ombre, lumière et fraîcheur. Et voici le résultat à gauche, voilà. La crème de la crème du cacao. Donc si on veut avoir du chocolat fin, c'est à partir de ces fèves-là, les fèves casse blanches, tendance criollo. Une prédominance criollo, l'espèce la plus recherchée parmi les 3 qui existent dans le monde. Un produit d'exception devenu la principale source de revenus de 30 000 paysans. On va regarder s'il y a des cacaos déjà mûrs que l'on peut cueillir. Cette mère de 3 enfants possède une plantation de 2,5 hectares et revend son cacao à des collecteurs. Nous pouvons produire 43 kilos de cacao par semaine, ce qui nous rapporte 10,70 € par semaine. Grâce à cet argent, on peut acheter les produits de première nécessité, de la nourriture, les déplacements en transport et payer les frais de scolarité des enfants. Une rente fructueuse durant la haute saison seulement, entre septembre et février. Le reste de l'année, Edwige doit compenser avec d'autres cultures comme le riz, la banane ou le café. C'est ici, à 8000 km, que les fèves d'Edwige égayeront les tables de Noël. Nous sommes dans la première chocolaterie malgache de France. Certains chefs pâtissiers de palaces parisiens se fournissent ici. Ce qu'ils aiment, ce goût acidulé, unique, régulièrement récompensé dans les concours internationaux. Donc on a un terroir exceptionnel qui nous restitue un produit vraiment de qualité et un produit dans l'identité et plus dans l'acidité, plus que dans l'amertume. Donc on arrive à faire des recettes qui montent jusqu'au 100% et qui pourtant, en termes de dégustation, restent dans le domaine de la gourmandise. Avec 13 000 tonnes exportées par an, le cacao malgache représente moins d'1% de la production mondiale. Mais grâce à un terroir et des arômes uniques, la grande île s'est offert le sommet du haut de gamme. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.